Donc, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous trouver ce soir pour ce premier webinaire d'une série de 4. Je suis Elisabeth Hess. Je suis en charge de la coordination du CIRIC à l'Institut Curie. Et avant de démarrer ce premier webinaire, j'aimerais dire quelques mots pour vous expliquer le contexte de cette rencontre, pour que vous puissiez comprendre comment nous avons organisé les choses. Alors, cette série de rencontres est organisée dans le cadre du CIRIC. Le CIRIC, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet acronyme, veut dire Site de recherche intégré sur le cancer. Le CIRIC est un label, en fait, un label institutionnel décerné par l'Institut national du cancer et qui identifie les sites en France en tant que sites de recherche intégrés sur le cancer, c'est-à-dire des sites au sein desquels sont réalisées à la fois de grandes activités de recherche, mais également une forte activité de soins. Et donc, à l'Institut Curie, le CIRIC est dirigé par Sergio Romand. Donc, dans le cadre du CIRIC, les CIRIC sont basés sur des programmes de recherche, mais développent également des actions structurantes. Et parmi ces actions structurantes, les CIRIC ont pour mission de développer des actions de démocratie en santé. Et ces webinaires s'inscrivent dans le contexte de cette démocratie en santé du CIRIC. Donc, pour cela, à l'Institut Curie, nous avons mis en place un groupe de travail dédié à la démocratie en santé. Ce groupe est dirigé par le professeur Dominique Stoppalione, qui nous accompagne aujourd'hui et qui est à côté de moi, à ma gauche. Le professeur Stoppalione est responsable du service de génétique à l'Institut Curie, mais également en charge de la commission institutionnelle d'éthique et donc responsable du programme de démocratie en santé du CIRIC. Donc, pour monter ce groupe de travail de démocratie en santé du CIRIC, nous nous sommes appuyés sur un petit groupe de patients, de cliniciens et de chercheurs. Et nous avons mené une réflexion pendant plus d'une année sur des thématiques qui nous semblaient importantes dans le contexte de la démocratie en santé du CIRIC, c'est-à-dire sur un axe plutôt recherche, cancérologie. Et dans ce contexte-là, très rapidement, nous avons identifié la thématique des données comme étant une thématique d'importance pour la recherche en cancérologie. Et le groupe de travail a mené une réflexion sur l'implication des patients dans l'utilisation de leurs données de génomique en recherche. Et dans le contexte de cette réflexion, il nous est assez rapidement apparu important de mettre en place une série de webinaires pour mieux expliquer les données de santé et leur utilisation, ce qui nous amène aujourd'hui. Donc, pour organiser cette série de webinaires, nous avons travaillé en petit comité. Nous avons travaillé notamment avec José Fernandez, qui est à l'Institut Curie le directeur des données. Nous avons également travaillé avec Astrid Lang, qui est déléguée à la protection des données et qui est également responsable de la sécurité des systèmes d'information à l'Institut Curie. Nous avons eu l'aide également de Catherine Bourguin, donc, qui est directrice de recherche INSERM, qui est généticienne et sociologue et qui est également directrice du CERMES, donc CERMES pour Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé sociale et société. Et nous avons également eu l'aide d'Amber Agnera, Ambre, qui est également avec nous ce soir et qui va nous accompagner sur les aspects techniques. Donc, l'objectif de ces rencontres, de cette série de webinaires est double. C'est à la fois de mieux expliquer les données de santé, leur usage, mais également de lancer le dialogue, donc de pouvoir mieux comprendre quelles sont les attentes, les besoins, les idées autour des données de santé. Donc voilà, ce soir, nous avons avec nous donc Dominique Stoppalione qui fera l'animation de ce webinaire. Et le premier webinaire sera présenté donc, par Alain Livartowski, qui est également présent. Et donc Alain, qui est oncologue à l'Institut Curie et qui est également conseiller pour la direction des données à l'Institut Curie. Et donc Alain va nous parler des données de santé. De quoi parle-t-on exactement? Voilà, peut-être Dominique, je te laisse la parole pour dire quelques mots. Oui, merci beaucoup Elisabeth et bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, juste quelques mots pour vous rappeler quelques règles sur l'animation, quelques propositions. D'abord, en fait, l'animation, ça va être vous, à travers les questions que vous allez poser, voilà, et aussi les commentaires que vous allez pouvoir faire. Et donc, il va y avoir dans ce webinaire deux temps égaux, un temps d'exposé par Alain Livartowski, et puis un temps d'interaction. Durant l'exposé, vous pourrez sur le chat poser des questions, voire faire des commentaires.
Et donc, j'attire votre attention, là, c'est que votre nom en partie apparaît sur le chat, à moins que vous ayez mis un pseudonyme, si vous le souhaitez. Et donc, pendant l'exposé, je vous demande d'avoir micro et caméra fermées. Deuxième temps, après donc l'intervention, eh bien, avec Elisabeth, nous aurons fait une synthèse des questions, enfin, j'ai à les poser dans l'ordre. Et puis, vous aurez aussi la possibilité d'intervenir oralement. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Voilà. Et donc, pendant ce deuxième temps, vous fermez les micros tant que vous n'avez pas la parole, et puis vous pouvez ouvrir ou pas, comme vous le souhaitez, votre caméra. Voilà, écoutez, vous faites bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, pour ces quelques minutes, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on entend par données de santé, de quoi parle-t-on quand on parle de données de santé, l'importance des données de santé dans le cadre des soins, et puis l'utilisation qu'on peut faire de ces données dans le cadre de la recherche. Et puis je vais essayer aussi de vous montrer un exemple pour bien expliquer l'importance de l'utilisation de ces données de santé. Alors, je vais essayer de passer la première diapositive. Il ne va pas passer, ça y est. Merci. Alors, sur la gauche, on est à l'hôpital. Sur la droite, on est dans les équipes de recherche. Et en fait, l'origine de l'aide santé, c'est ce qu'on recueille tous les jours quand on prend en charge un patient à l'hôpital, à l'Institut Curie ou n'importe quel hôpital. On recueille des données, je vais vous donner quelques exemples. Ces données, elles sont utiles pour la prise en charge quotidienne et de temps en temps, parfois, parce que l'on a besoin au niveau de la recherche, ces données vont passer dans les équipes de recherche parce qu'elles vont être utilisées pour des travaux multiples dont je vais vous reparler ensuite. Et puis, à partir de ces données qui viennent de la recherche, eh bien, on progresse dans la compréhension de la maladie cancéreuse, dans la meilleure prédiction de l'efficacité du traitement. Et ces données, donc, elles repartent côté des soins parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à l'utilisation des données par les chercheurs qu'on va pouvoir progresser dans soit le diagnostic des cancers, soit dans un meilleur thérapeutique. À quoi ça sert un dossier médical dans le cadre des soins? Ben, la première chose, c'est la mémoire de l'histoire du patient. C'est-à-dire que c'est grâce à ça, lorsqu'on va revoir un patient, on va se souvenir exactement de ce qu'on lui a dit, de ce qu'on lui a fait, de ce qu'on a observé. C'est pour ça qu'on appelle ça l'observation médicale. C'est donc la mémoire de toute l'histoire. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a recueilli ces données, on a besoin de les partager dans une équipe de soins, entre pairs. C'est-à-dire que moi qui suis oncologue, j'ai besoin de les partager avec un chirurgien qui va prendre en charge le patient, avec un radiothérapeute, avec un biologiste, et ça sert à partager l'information pour que la prise en charge soit réalisée de façon multidisciplinaire. Et puis parce que le patient ne passe pas tout son temps à l'hôpital, on doit fournir cette information à d'autres professionnels de santé, notamment le médecin traitant, des médecins spécialistes, éventuellement des médecins qui sont dans d'autres hôpitaux. En gros, ça sert aussi à la communication entre professionnels. Donc, on voit bien que ce dossier médical, il a une utilité pour un patient donné dans sa prise en charge, en l'occurrence, dans ce qui nous intéresse, la prise en charge d'un patient atteint de cancer. Et puis à partir de ces données qu'on recueille, on peut les utiliser dans le cadre de la recherche. Et en gros, il y a deux approches qui sont complémentaires, mais qui sont pas, sur lesquelles on ne va pas travailler de la même façon. La première approche, on dit que c'est une approche déductive. C'est-à-dire qu'on a une hypothèse qu'on voudrait confirmer ou infirmer. Et donc, pour la confirmer, on monte ce qu'on appelle un plan expérimental. On recueille des données, souvent de façon prospective, pour essayer de confirmer ce plan expérimental. On a des résultats qui sont positifs et donc qui peuvent permettre de progresser, par exemple, dans la compréhension de la maladie. Et on extrapole à une population beaucoup plus générale les résultats de
analyse sur un nombre en général assez réduit de patients. C'est dans le cadre d'un protocole qui est bien défini, avec un nombre de patients qui est bien défini pour répondre à une question tout à fait précise. L'autre approche est une approche dite inductive, beaucoup plus empirique, où là on parle de l'histoire des patients eux-mêmes, celle que j'ai parlé tout à l'heure, et on va utiliser toutes les données disponibles. Et on va établir, on va observer les choses telles qu'elles se passent, on dit, dans la vraie vie. On va établir des corrélations, on va pouvoir en déduire des hypothèses, et à partir de ces hypothèses, souvent, on va revenir à l'approche expérimentale pour confirmer ces hypothèses. Et c'est aussi on voit bien. Voilà. J'ai mon côté un peu marseillais, excusez-moi. Je vais essayer de ne pas parler avec mes mains. Et donc, grâce à ces différentes, cette approche à partir des données de la vie réelle, c'est aussi ça qui est à l'origine de tous les travaux qui permettent d'utiliser les nouvelles techniques d'intelligence artificielle, et donc sur lesquelles je vais revenir ici aussi rapidement. Alors, c'est quoi les données qu'on utilise tous les jours? En fait, on utilise beaucoup de données pour un patient. Tout d'abord, celles que vous connaissez parce que vous avez accès aux comptes rendus médicaux. Donc, ce sont des données cliniques, ce sont le plus souvent des textes, des comptes rendus médicaux. Ça peut être un compte rendu opératoire, ça peut être un compte rendu d'hospitalisation, ça peut être un compte rendu de consultation. Ça peut être aussi des données beaucoup plus structurées, comme par exemple les résultats d'une prise de sang, avec des résultats d'une analyse biologique. Tout ça, ce sont des données. Mais ça peut être aussi des images. Quand vous passez un scanner, quand un patient passe un scanner, quand il passe une IRM, quand il passe un TEP, quand il passe une échographie, ça donne des images. Et ces images, ce sont certes pour un médecin des images, mais en fait, ce sont aussi des données. C'est-à-dire que toutes ces images, dans la mesure où elles sont numérisées, et on peut les étudier sous la forme de données. Quand une biopsie est réalisée, elle va être analysée au microscope. Donc, c'est une image que l'anatomopathologiste regarde sur son microscope. Mais donc, c'est une image qui est physique, comme une photographie qu'on peut regarder, photographie qui est sur papier. On peut aussi ces images les scanner, c'est-à-dire en faire des images dites lames virtuelles sur lesquelles on va pouvoir travailler parce que ce sont des images qui sont alors sous forme numérique. On peut citer d'autres types de données comme les électrocardiogrammes, qui sont des signaux. Ça peut être aussi les données moléculaires quand on fait un séquençage, par exemple, de l'ADN ou de l'ARN. Et puis, ça peut être aussi des données qu'on recueille auprès des patients, par exemple des questionnaires, des questions de suivi. En fait, tout ça, ce sont des données. Alors, du coup, comme c'est des données qui sont très volumétriques, on ne parle plus de données, on parle de data. C'est-à-dire que les data, ce sont toutes ces données qui sont numérisées, exactement comme elles sont numérisées aujourd'hui quand on prend une photographie, comme au cinéma, comme la musique. Tout est numérisé, et donc on ne parle plus seulement de données, on parle de data parce que tout est data. Les textes, les données biologiques et les images. Et ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, on les stocke. On les stocke parce qu'on va vouloir les utiliser et les réutiliser. Alors, on peut les stocker dans deux systèmes différents, j'ai voulu le schématiser ici. Soit c'est un entrepôt qui est centralisé, toutes les données sont centralisées à un seul endroit. Par exemple, le Health Data Hub, dont vous avez peut-être entendu parler, d'une initiative nationale dans laquelle on va essayer d'entreposer des données qui viennent de plusieurs hôpitaux, qui viennent de bases de données différentes. Et puis les entrepôts peuvent être aussi répartis, c'est-à-dire que les données peuvent rester soit à l'hôpital de l'Institut Curie, soit à Gustave Roussy, et pour autant être analysées alors qu'elles restent dans des entrepôts qui sont dits répartis. Donc il y a plusieurs façons de concevoir les entrepôts de données. Et puis maintenant, je vais vous raconter une histoire pour vous dire mais pourquoi il est si important d'utiliser ces données. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un monsieur qui, à l'époque, avait 70 ans, il était en 2015, et il arrive sur un brancard parce qu'il a une maladie avec des cancers du poumon, avec des métastases osseuses qui sont tellement douloureuses qu'il ne peut plus marcher, et donc il arrive à la consultation
sur un brancard et je me rappelle très très bien de sa venue la première fois. Par chance, je puis dire, on lui trouve une mutation rare, mais une mutation qui permet de lui donner ce qu'on appelle une thérapie ciblée, c'est-à-dire avec un comprimé par jour, la maladie régresse et elle régresse complètement. C'est-à-dire que la maladie au niveau pulmonaire a régressé, les métastases ont régressé et donc il peut avoir à nouveau une vie normale. Et puis 3 ans plus tard, la maladie progresse à nouveau, on lui trouve une mutation dite de résistance et là aussi par chance, on a un médicament qui cible cette mutation de résistance. Et donc ce patient aujourd'hui, eh ben, j'appuie là-dessus. En fait, ce patient aujourd'hui, il m'a envoyé il n'y a pas très longtemps une photographie. Donc, il a 6 ans de plus. Et donc, sur cette photographie, voyez-vous, il a repris ses vols en ULM. Donc, ça veut dire que depuis 5-6 ans, avec un comprimé par jour, alors qu'il avait un cancer du poumon métastatique au départ, eh bien, il revit normalement et il reprend son activité qu'il faisait auparavant. Et pourquoi je vous parle de ce patient? Parce que ce patient, il va très très bien. Sauf que, malheureusement, les patients qui ont la même maladie, qui ont la même mutation, qui ont le même traitement, ben certains ne vont pas du tout répondre au traitement, c'est-à-dire que le traitement va avoir aucune efficacité. D'autres, dans un grand pourcentage de cas, le patient va avoir une bonne efficacité sur le traitement, mais 1 an plus tard, la maladie va récidiver et malheureusement, elle va nous échapper. Et aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, l'idée a été d'essayer de réunir des données concernant ces patients qui ont donc cette maladie, l'adénocarcinome pulmonaire, les mêmes mutations, le même traitement, essayer de comprendre pourquoi certains répondent au traitement et vivent normalement 5 ans plus tard et d'autres non. Et donc, vous voyez qu'on a été obligé de regarder pour obtenir suffisamment de patients, c'est-à-dire environ 1000 patients qui ont ces caractéristiques, de 9 centres différents qui viennent de toute la France, à Lyon, à Marseille, à Dijon, à Curie, à Lille, et à 9. On récupère ces données dans un entrepôt et puis on va essayer de les analyser en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, en utilisant toutes leurs images, les scanners, les TEP, pour essayer de comprendre pourquoi certains patients vont répondre et d'autres vont pas répondre. Et on va mettre en place des corrélations qui seront de nouvelles hypothèses qui vont être utilisées pour la recherche. Alors en fait, les entrepôts de données, c'est quoi? Par rapport à ce que je disais au départ, comme quoi le dossier médical d'un patient, c'est sa mémoire, c'est l'histoire de sa maladie, c'est sa mémoire individuelle. Ben, les entrepôts de données, c'est notre mémoire collective. Et ça veut dire que grâce à ces entrepôts, ces données qu'on conserve, qui doivent être utilisables pour la recherche, elles doivent être d'abord protégées, parce que ce sont des données individuelles. Donc parfois, on les anonymise complètement, impossible de retourner aux patients. Parfois, au contraire, elles sont nominatives parce qu'elles sont utilisées pour les soins quotidiens. Et puis, entre les deux, on dit qu'elles sont pseudonymisées, c'est-à-dire que le chercheur n'a pas accès à la donnée nominative, mais si jamais il y a besoin, on peut remonter au dossier. Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que ces données, pour les utiliser, il faut qu'elles soient récentes. C'est-à-dire que si on faisait de la recherche sur des données qui ont 10, 15, 20 ans, en fait, on ne ferait que reproduire le passé. Donc, on a besoin d'avoir des données récentes. Et pour avoir des données récentes, il faut souvent pouvoir les consolider, c'est-à-dire les partager entre établissements pour pouvoir un nombre de patients suffisant. Il y a 2 sujets sur lesquels on est sans arrêt confronté. Il faut éviter ce qu'on appelle éviter les biais, c'est-à-dire se donner des fausses conclusions, parce qu'on ne comprendrait pas bien ce qu'il y a dans les données. Et surtout, il faut utiliser des données de qualité. Et en fait, pour nous, ça consiste à dire qu'il faut utiliser toutes les données, pas seulement les textes, pas seulement les données biologiques, mais aussi les images et toutes les données qui sont disponibles. Juste une petite idée pour que vous voyez l'importance que peuvent comporter en termes de volume ces données. En gros, des données cliniques pour un dossier médical, on considère que c'est, en termes de volume, ça prend à peu près 1000 kilo-octets. Après, les points d'atomocytopathologie, c'est encore 1000 fois plus. Et le séquençage de l'ADN, c'est encore 1000 fois plus. Et donc, ça, c'est pour un patient. Et vous imaginez qu'on peut avoir plusieurs scanners, plusieurs séquençages de l'ADN, et puis surtout, on a beaucoup de patients. Et donc, ça pose des problèmes, à la fois de volume et aussi de puissance de calcul pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tout ça pour vous expliquer que pour nous médecins, pour nous chercheurs, et puis finalement pour les patients aussi, ces données sont d'une grande importance. Et on peut dire qu'aujourd'hui,
On peut dire que ces données sont un patrimoine inestimable à la fois pour chaque individu, pour mieux soigner, et pour la recherche, pour progresser dans la connaissance. Alors, la question qui se pose et que posent certains, c'est de dire de combien ça coûte, quelle est la valeur d'une donnée? Ben, la donnée, quand il faut la produire, ce que j'appelle l'acquisition, en gros, on en a besoin pour les soins. Donc, en gros, on la paye. Par contre, c'est vrai que pour l'utiliser, il faut pouvoir la transformer, la conserver. Vous avez vu les volumes que ça engendre. Et là, effectivement, ça a un coût, donc il faut trouver les financements pour pouvoir les utiliser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de la valeur, moi, je considère que ce qui compte avant tout, c'est de dire que la donnée est précieuse, au-delà de la valeur économique. Elle est précieuse à la fois pour l'individu, et elle est précieuse aussi pour la collectivité, pour progresser dans le domaine de la recherche et donc des soins pour chaque patient. Voilà ce que je voulais échanger avec vous pour expliquer l'importance des données, à la fois pour les soins et pour la recherche. Et bien sûr, maintenant, je suis prêt à répondre à toutes vos questions parce que j'imagine que j'étais un peu vite et que je suis passé assez vite sur certains sujets. Merci. Merci. Alors, sur le chat, je ne vois pas beaucoup de questions. Mais je n'en vois pas. J'en vois non. Bon, nous sommes 26 en ligne. Donc, est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser une question à l'oral ou faire un commentaire aussi? N'hésitez pas. Et donc, merci de lever la main. Ah ben voilà, il y a deux. Bien, je propose Cyril. Cyril, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Merci de me donner la parole. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut considérer que le DMP, enfin feu DMP, peut faire partie justement de cette, pas de l'entrepôt, mais d'une source de données qui pourrait être exploitable, sachant que finalement, chacun enfin c'est surtout le patient qui a l'air de les remplir. Il y a quand même peu de professionnels de santé qui les rentrent et tout ça est fait sans ontologie, sans règles vraiment définies. Du coup, l'intelligence artificielle qui va être appliquée dessus risque d'en être d'autant plus compliqué. Oui, vous avez raison. En fait, le DMP, ça a été typiquement pensé pour les soins et en aucune façon pour la recherche. Et comme la finalité du DMP, c'est les soins, et que le législateur est très attentif à ce qu'on utilise les données sur quoi on les a produits, et en gros, pour la finalité qui a été décidée au départ, effectivement, on peut l'utiliser pour les soins, mais pas pour la recherche. Vous avez raison. Une question ensuite de Agathe David. Oui, merci de votre intervention. Ma question est la suivante. Lorsque vous faites des recoupements entre les données de 1000 patients qui, comme dans votre exemple, présentaient la même pathologie et n'ont pas toujours réagi de la même manière aux traitements ciblés qui ont été donnés, est-ce que ça suppose le consentement préalable de chaque patient ou bien est-ce que la loi vous autorise à faire ces recoupements-là sans que le patient en soit particulièrement averti ? Alors, là-dessus, on a la chance en France d'avoir ce qu'on appelle la Commission nationale d'informatique et de liberté qui établit les règles. Et donc, l'utilisation des données pour la recherche est possible. La contrainte majeure, c'est que le patient soit averti, c'est-à-dire qu'il soit informé qu'on utilise ces données dans le cadre de la recherche. Et ensuite, il y a des règles qu'on se doit de respecter. Et par exemple, le patient peut s'opposer à ce qu'on utilise ces données pour la recherche. Donc, dans certains cas, il faut son autorisation express, c'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il signe un papier pour dire oui, je l'autorise. Par exemple, dès qu'on fait des analyses génomiques, c'est indispensable. Par contre, quand on utilise les données cliniques ou les données d'imagerie, il faut l'informer. Il peut s'y opposer, mais comme quand il présente à l'Institut Curie, on lui a dit à l'arrivée que ces données pouvaient être utilisées bien sûr pour les soins, mais qu'elles pourraient être utilisées pour la recherche. Donc le patient a été informé dès le départ, mais à chaque étude, on se doit de l'informer à nouveau comme quoi on va les utiliser et pour expliquer la finalité, pourquoi on le fait. Oui, c'est obligatoire. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Il y a d'autres interventions. Je crois que Françoise Appiou avait aussi levé la main.
Oui, je voulais juste poser une question concernant, merci pour votre intervention, sur l'exemple que vous avez choisi, sur la mutation de l'exon 19, par exemple, sur les métastases pulmonaires. Est-ce que tous les centres qui vont partager ces données agissent de la même façon? Je veux dire, est-ce qu'on va faire la même recherche sur EGFR dans tous les centres qui vont partager les données? Est-ce que c'est systématique? Est-ce qu'il y a des accords? Est-ce qu'il y a je ne sais pas, des règles de qualité ou de bonnes pratiques qui font que ça sera partout pareil? Donc c'est vrai qu'on récupère des données rétrospectives, donc historiques, mais néanmoins, on a un protocole assez strict, c'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, des patients peuvent avoir des médicaments, comme par exemple l'erlotinib, utilisés dans les cancers bronchiques sans qu'il y ait de mutation. Donc évidemment, ça pourrait constituer un biais. Donc même si on utilise des données rétrospectives, c'est dans le cas d'un protocole assez strict. Et oui, donc on fait en sorte que les indications sont les mêmes dans les 9 centres qui participent à l'étude. Merci. D'autres interventions? Est-ce que Cyril, vous avez relevé la main ou vous ne l'avez pas baissé? Non, je l'ai relevé, Voilà. Donc, merci. Alors, une question qui sera peut-être traitée dans les autres webinaires. Je n'ai pas vraiment fait très attention à tout le programme, mais ma question est, à qui appartient la donnée? Parce que le problème, c'est que un patient, il a forcément, il y a sa pathologie, il y a tout ça, mais si on parle du cancer, on est obligé d'en parler à sa parentèle. Le patient est obligé d'en parler à sa parentèle. Donc finalement, le parent, les enfants peuvent s'attribuer la donnée. Et puis, si la donnée après est éditée, tout ça, est-ce que finalement l'éditeur de la donnée, celui qui va stocker la donnée, ne va pas s'approprier une part de cette propriété? Alors, là, il faudra sûrement interroger les juristes, parce que je sais que tout ce qui est le droit, donc je ne vais pas développer ce sujet-là, puisque ça va être développé dans un webinaire ultérieur. Donc, c'est pas la bonne réponse. Mais je vais quand même juste dire qu'à mon avis, la notion d'appartenance est différente de la notion de propriété. Donc, mais ça, je vais laisser. Si je ne réponds pas, l'avantage, c'est que vous viendrez en deuxième séance. C'est prévu. Oui, si vous voulez. Bonjour à tous, c'est Emmanuel. Je ne sais pas si vous voulez que je dise un petit mot. Oui. Bon, sans déflorer. Il interviendra au troisième séminaire. Voilà, sans déflorer ce dont nous parlerons, en fait, il y a vraiment deux façons de répondre à votre question, puisque c'est quand même très différent la question de la parentèle, il me semble, et la question de l'usage ultérieur par les chercheurs. Et donc, peut-être on essaiera de répondre justement à cette question au webinaire 3. Merci beaucoup. Merci. D'autres interventions ou questions? Peut-être un petit commentaire en attendant, juste pour dire qu'effectivement, tous ces sujets s'entremêlent et se chevauchent. Et donc, il y aura forcément des redondances entre les différents webinaires. Mais il nous a semblé que ce n'était pas un souci et que les choses seraient abordées sous des angles différents. Donc, soyez indulgents avec ces redondances, s'il vous plaît. Et là, j'en profite pour replacer le questionnaire. Vous avez eu, en amont de ce webinaire, cette annonce, un questionnaire qui prend à peu près une quinzaine de minutes à remplir et qui, justement, pose des questions sur vos attentes et sur vos connaissances dans le domaine. Et vous avez aussi la capacité de faire du texte libre. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Il est sur le site du CIRIC. On va vous redonner l'adresse. Voilà, je vois qu'il y a une autre main qui s'est levée. Je crois que c'est monsieur Souchet. Voilà, allez. Henri Souchet, donc je suis industriel, je suis de GLSCare. Merci pour la présentation. Vous avez présenté dès le début de la présentation un phénomène qui me paraît très important pour la recherche clinique, qui est le passage de l'hypothético-déductif à l'empirico-inductif. Et d'un point de vue de l'éthique et de l'accès aux données, est-ce qu'il n'y a pas eu des freins de ce côté-là? Est-ce qu'il y a encore des freins sur cette utilisation empirico-inductive des données? Alors, dire qu'il n'y a pas de frein serait mentir. Mais je pense que, et puis ça dépend qui on interroge. Si on interroge les patients, par exemple,
les patients, c'est-à-dire les patients qui sont malades ou qui ont été malades, en leur posant la question, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise vos données pour progresser dans la recherche? J'ai envie de dire 80% des patients disent oui. Et puis quand on interroge, je sais pas, d'autres personnes qui ne sont pas malades, par exemple, elles disent, ben non, il n'y a pas de raison qu'on puisse utiliser les données pour la recherche. Et puis d'abord, c'est pourquoi faire? Est-ce que c'est vraiment pour la recherche? Est-ce que c'est pour les industriels? Est-ce que on peut faire du marketing? Nous, on est assez à l'aise à l'Institut Curie parce qu'on ne fait que de la recherche. Donc, on n'a pas de frein, à part des freins, disons des lenteurs qui peuvent se passer parce qu'il faut des autorisations, parce que sur le plan informatique, c'est complexe. Donc, il peut y avoir des freins de ce type-là, mais plutôt que freins, je dirais plutôt des lenteurs. Mais par contre, ces données, elles sont là. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'il serait non éthique de ne pas les utiliser pour progresser dans la recherche. Il y a des freins, mais il y a des lenteurs, mais il n'y a pas de réel frein. Y compris, je me permets peut-être de compléter la question, y compris de la part de l'assurance maladie et de son énorme base de données. C'est vraiment, ça s'ouvre véritablement? Oui. Alors, vous savez que quand vous allez chez le médecin, quand vous achetez un médicament, vous êtes remboursé. Et si vous êtes remboursé, c'est parce que derrière, il y a un système informatique qui marche très bien. Et d'ailleurs, vous avez une carte verte qui permet d'aller chez le pharmacien, le médecin, et donc vous êtes remboursé. Ces données, elles sont stockées. Elles servent au remboursement, ce qu'on appelle l'historique des remboursements. Mais c'est une base de données tout à fait gigantesque et utilisable pour la recherche. Et déjà, beaucoup de travaux ont été réalisés grâce à ces données-là. Sauf que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était encore long, difficile, il fallait des autorisations et les chercheurs se plaignaient de la lenteur. Non pas des freins, on pouvait les utiliser, mais c'était assez long. Et c'est une des raisons pour lesquelles a été créé ce qu'on appelle le Health Data Hub, qui permet d'utiliser ces données, mais d'autres bases de données, les données sur les décès, les données sur l'hospitalisation avec le PNSI, permettent aux chercheurs d'utiliser ces données dites de Système national des données de santé, donc le SNDS. Donc oui, c'est possible de les utiliser et elles sont d'une très très grande richesse, surtout si on les met en relation avec les entrepôts de données ou avec les données hospitalières. Et le Health Data Hub a été créé pour cela et donc ça a été une avancée. Et d'autres pays en Europe nous envient d'avoir cette base de données tout à fait gigantesque. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors peut-être un tout petit commentaire, Dominique, entre-temps, juste pour dire que Ambre a mis sur le chat le lien vers le site web du CIRIC, où vous pourrez retrouver également le lien vers le questionnaire. Je voulais peut-être, Alain, t'interroger sur, entre bases de données interopérables, bases de données centralisées, vers quoi va ta préférence? Comment tu vois les choses où en fait il n'y a pas de préférence à avoir parce qu'il y a la réalité des faits? Voilà. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus l'interopérabilité? Alors, donc ces données, elles viennent de différents hôpitaux. Elles viennent de différents systèmes d'information hospitaliers. Et même quand on parle de scanners, elles viennent de différentes machines. Ce n'est pas les mêmes scanners, ce n'est pas la même marque. Il y en a qui est de GE, d'autres Philips. Qui ont un représentant qui était présent, etc. Et puis même quand on a le même scanner, ce n'est pas forcément les mêmes protocoles d'acquisition. Donc ces données, si on les met tout ensemble, elles ne sont pas utilisables telles quelles. Il faut les transformer, il faut les rendre interopérables. Donc soit elles sont interopérables de nature, soit si elles ne le sont pas, il faut les rendre interopérables pour pouvoir les consolider dans les entrepôts. Alors les entrepôts, est-ce qu'il faut qu'ils soient centralisés ou est-ce qu'il faut qu'ils soient répartis? Eh bien, évidemment, il n'y a pas une réponse qui dit centraliser c'est mieux ou répartir c'est mieux. Ça dépend. Ça dépend de quoi? De beaucoup de facteurs. Alors, par exemple, prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Quand c'est centralisé, donc l'algorithme, il va regarder les données qui se trouvent à un seul endroit et donc il va pouvoir, à partir des observations, en tirer des conclusions. Et donc, c'est beaucoup plus facile quand elles sont à un seul endroit. Mais il y a aussi des techniques qui permettent de faire ce qu'on appelle un apprentissage fédéré. C'est-à-dire que ce n'est pas les données qui bougent, c'est l'algorithme. Donc l'algorithme va d'abord regarder ce qui se passe au niveau A, puis ensuite au niveau B.
Alors vous allez dire, mais puisqu'on peut le faire de façon fédérée, pourquoi ne faisons pas que du fédéré? Ben parce que là, je vais donner juste un exemple, pourquoi c'est pas si simple que ça. Quand vous centralisez, en gros, vous avez besoin d'avoir un système de sécurité qui soit très, très bien sécurisé, mais à un seul endroit. Quand vous fédérez, ça veut dire que le système de sécurité doit être partout du même niveau de sécurité. Et en fait, tout va dépendre du maillon faible. C'est-à-dire que si dans le nœud, il y a un des systèmes qui est moins sécurisé que les autres, eh bien c'est tout le système qui à ce moment-là pose problème. Et donc nous qui avons essayé, enfin qui testons les deux, hein, à la fois l'apprentissage centralisé, l'apprentissage fédéré, en fait les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Et je pense qu'il n'y a pas une réponse unique, j'ai envie de dire, ça dépend. D'accord. Mais la question de la sécurité, elle est essentielle parce que je leur ai dit, excuse-moi, je veux dire, si c'est fédéré, c'est morcelé, c'est peut-être plus secure. Mais en fait, elles ne sont pas si indépendantes que ça. Oui, parce que comme il faut apprendre avec. Il faut que les données ne bougent pas, mais les algorithmes bougent. Donc en gros, ils sont reliés par Internet pour faire ça. Et bien on sait bien que si on est capable de rentrer dans un système par Internet, on peut. Alors, je me rappelle que je n'ai pas répondu à la question de l'interopérabilité. Tu parlais de la fédération. J'ai parlé de la fédération. Oui, alors l'interopérabilité, c'est quoi? Prenons l'exemple. L'interopérabilité technique. Ça veut dire que quand vous avez un appareil, une marque de téléphone, je ne citerai pas de marque, on n'a pas le droit de citer des marques, d'une marque A, et puis la personne, toi Dominique, un téléphone de marque B, même si on n'est pas de la même marque, sur le plan technique, c'est pas pareil, mais c'est interopérable, c'est-à-dire qu'on peut se parler. L'opérabilité sémantique, c'est quand on a une donnée, est-ce qu'elle a la même signification? Quand on la code, quand on la structure, est-ce qu'on parle de la même chose? Et puis il y a aussi l'interopérabilité syntaxique, parce que tout le monde n'a pas le même alphabet. C'est-à-dire que quand j'écris en alphabet des lettres, si j'écris avec des lettres chinoises ou des lettres en hébreu ou des lettres latines, il faut quand même que le système se comprenne. Donc on voit bien qu'à partir du moment où on a des systèmes qui sont différents, il faut faire en sorte que les systèmes se comprennent, et c'est ça qu'on appelle l'interopérabilité. En gros, c'est faire en sorte que les bases de données se comprennent les unes avec les autres. C'est ça, c'est un mot un peu technique, mais c'est pour que les données puissent être utilisables, en gros, pour que les chercheurs puissent. Et une question peut-être un peu provocante, alors qu'il y a peut-être d'autres mains levées. Est-ce que tu penses que nous allons vers une sorte d'avatar numérique quand on aura une imagerie qui nous décrira par le menu, quand notre génome sera totalement séquencé, y compris nos microbiomes de toutes nos muqueuses, toute notre peau. Est-ce que tu penses qu'on va vers ça ou c'est une espèce d'illusion, un truc qui a... Non seulement on ira vers ça, mais je peux même te dire qu'on y travaille. Bon. Je m'explique. Dominique, ici présent, si on lui fait un compte-rendu médical, un scanner, un séquençage, et là, en gros, on a sous forme de données, on a un certain nombre d'informations qui la caractérisent. OK? Et puis, ce qui nous intéresse, c'est quand on fait un traitement, parce qu'elle a une maladie, on lui fait un traitement, et puis le traitement est très efficace. Ou à l'inverse, il ne l'est pas. Et ça, on le sait parce qu'on connaît l'histoire de Dominique et de toutes les datas qui la caractérisent. Et puis, par contre, donc il y a Dominique, ça va répondre, et puis Elisabeth, ça ne va pas répondre. Imaginez qu'arrive un nouveau patient dans lequel on construit, donc c'est pareil, on fait en sorte que ces datas soient disponibles, et on regarde de quel avatar elle est le plus proche. Et bien, si l'avatar le plus proche répond au traitement, ça veut dire que le traitement va être efficace. Si l'avatar le plus proche ne répond pas au traitement, ça veut dire que ce n'est pas le traitement qu'il faut donner. Donc oui, on essaye à partir de toutes les données qu'on arrive à accumuler, qu'elles soient textuelles, qu'elles soient images, qu'elles soient génomiques, on arrive à constituer ce qu'on appelle des vecteurs, parce que finalement tout ça c'est des données, c'est des datas, donc on les transforme en vecteurs. Alors ça fait beaucoup de dimensions de vecteurs, mais on regarde quels sont les plus proches vecteurs de Dominique ou d'Elisabeth. C'est ce qu'on appelle les avatars. D'accord.
Bon. Et alors ça, c'est pour quand? Alors, quand on dit qu'on y travaille, ça veut dire qu'on y travaille. Mais évidemment, si on y travaille, c'est parce qu'on n'a pas encore les résultats. Mais il y a des projets de recherche dans ce sens pour essayer de bien prédire ce qui peut se passer. Donc c'est déjà concret. Alors, ce n'est pas encore utilisé en clinique, ce n'est pas utilisé dans les soins courants, mais en tout cas, il y a des projets de recherche qui cherchent à fabriquer ce qu'on appelle effectivement, ce que tu as appelé des avatars, c'est-à-dire le plus proche commun, et voir ce qu'il y en a. Grâce à ça, on peut prédire l'efficacité des traitements. Oui, oui, c'est un projet. Ce sont des projets de recherche qui sont très intéressants. Très bien. Merci. Je vois que Cyril a levé à nouveau la main. C'est à vous. Merci. Moi, en tant que patient, est-ce que je peux rencontrer mon jumeau numérique, justement? Parce que quand je vais dans un centre ou dans un autre, si je sors, par exemple, des 9 centres du Data Hub qui ont été cités, je vois que les cliniciens n'ont pas forcément accès, enfin, les professionnels de santé n'ont pas forcément accès à toutes les datas. Donc, en fait, c'est à moi de les amener. Et si on fait par exemple un examen d'imagerie que juste après on voit le professionnel, on va peut-être pas avoir le CD, on n'aura que le compte rendu. Mais si dans un autre centre il voulait voir le CD et qu'il n'a pas accès au Data Hub, ça va devenir compliqué. Donc est-ce que en tant que patient, je peux rencontrer mon jumeau numérique et avoir accès à toutes ces données? Alors ça, Dominique, ta question n'était pas piège, mais alors là, la vôtre, elle est vraiment piège. Où vous avez raison, c'est quand vous dites il y a une partie des données qui sont à un endroit et une partie des données qui est dans un autre endroit, et donc si vous n'avez pas tout, finalement, vous n'allez pas pouvoir construire mon vrai avatar. Il va être cet avatar qui va être un peu... il va lui manquer des choses, il va manquer un bras, une tête, etc. Donc vous avez raison. Alors, ça veut dire que pour construire un avatar numérique, il faut avoir effectivement l'ensemble de l'histoire de sa maladie, l'ensemble de ses images, en tout cas suffisamment d'images pour pouvoir en tenir compte, et y compris jusqu'aux données génomiques et au profil d'expression. Donc oui, pour construire un avatar, vous avez raison, il faut avoir probablement pas toutes les données d'impression, toutes les informations, mais en tout cas celles qui nous intéressent. Et oui, vous avez raison, si on ne les a pas toutes, ce sont des demi-avatars, vous avez raison. Mais je peux me permettre peut-être de compléter la question, parce que je me demande si à travers votre question, Cyril, ce n'est pas celle de la portabilité de votre propre donnée. Enfin, on retrouve la propriété, comment avoir accès à vos données et les porter vers un autre site, si on reste dans le soin, dans un autre centre de soins. Est-ce que c'est cette question de la portabilité qui était sous-jacente? Oui, tout à fait. Dans ma question, il y avait aussi du coup la problématique de la portabilité qui fait sens. Alors la portabilité, merci d'avoir posé, mais je ne vais pas pouvoir y répondre parce que ça va être une question juridique, c'est-à-dire que, en gros, oui, la loi, la RGPD, la CNIL, permet aux patients de pouvoir assurer la portabilité, c'est-à-dire que lui peut décider les données qui sont à l'Institut Curie, s'il décide qu'elles soient prises qu'il veut être pris en charge avec Gustave aussi, on se doit de faire en sorte que ces données, on assure la portabilité, donc qu'elles soient transférées, mais c'est le patient qui décide dans ces cas-là. Et je dois peut-être souligner que le point de départ de cette série de webinaires, c'est en fait la question de la portabilité des données qui est effectivement garantie de leur GPD, et on s'interroge sur la réalité de cette garantie. Et on va en reparler, notamment dans le troisième et quatrième séminaire. D'autres interventions? Pas de main levée. En tout cas, c'est vraiment très important sur ces séries de webinaires. N'hésitez pas. Hein, l'idée, c'est vraiment que vous ayez la parole. N'hésitez pas à poser les questions. Si vous ne souhaitez pas le faire de façon directe à l'oral, n'hésitez pas à utiliser le chat. Pour un prochain webinaire, si vous ne voulez pas être visible, les pseudonymes, donc pas les avatars, mais les pseudonymes sont bienvenus. L'idée, c'est vraiment d'avoir un dialogue avec vous. Ouais. C'est vraiment, c'est un chantier terrible. Ces données, moi, j'ai l'impression qu'on s'aventure dans une espèce de forêt vierge, il y en a encore, des forêts primaires. Aujourd'hui, c'est celle des données. Et je trouve que c'est d'une complexité inouïe. Il y a on va y arriver.
Oui, pour confirmer vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant entendu parler de données, de data qu'aujourd'hui. Alors pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, tout est numérique. Je l'ai dit, le cinéma est numérique, la musique est numérique, et la médecine est numérique, toute la médecine. Et donc, ces données disponibles, on se doit, à mon sens, nous, en tant que médecins-chercheurs, de pouvoir les utiliser. Mais la condition, c'est que les patients, les citoyens, soient réellement informés de ce que c'est qu'une donnée et de est-ce qu'on peut l'utiliser et comment l'utiliser. Et comme on a un règlement, le règlement général de la protection des données, la Commission nationale d'informatique numérique, pour protéger le citoyen, pour nous, c'est très important de considérer que la donnée, c'est une donnée, c'est un capital dont il faut utiliser, mais la condition, c'est que tous les citoyens sachent ce qu'on fait de leurs données, pourquoi on le fait, et à mon avis, et qu'on garde un grand lien de confiance. Ouais. Mais juste pour reprendre le slogan de l'Institut national du cancer, être informé, c'est pouvoir choisir. Donc, peut-être, Henri Souchet, vous avez... Oui, une deuxième question pour l'ensemble du groupe. Comment est-ce que vous voyez le passage de la recherche aux soins, c'est-à-dire dans les années qui viennent, les travaux actuels, comment est-ce que vous les voyez se mettre en place dans le soin lui-même? Alors, j'ai envie de dire, c'est presque le sujet majeur. C'est-à-dire qu'on parle des soins, on utilise ces données, c'est les chercheurs qui les utilisent, les data scientists, les gens qui savent analyser ces données, ils en tirent des conclusions, par exemple en utilisant les outils d'intelligence artificielle. Et la grande question, c'est comment ces résultats qui viennent, par exemple, d'algorithmes vont retourner dans les soins. Et donc, ça veut dire qu'il faut concevoir un système d'information qui est très intégré entre les soins et la recherche. Donc oui, vous avez complètement raison, c'est un sujet majeur. Et donc nous, on y réfléchit à la structure, mais les grands groupes industriels y réfléchissent aussi, parce qu'il faut concevoir un système d'information qui permette un passage très vite des soins à la recherche et de la recherche vers les soins. Merci. Peut-être Cyril a relevé à nouveau la main. Allez-y, et puis après on va peut-être clore pour rester dans le timing. Vous parliez tout à l'heure de données de confiance, donc, et de données où il fallait éviter des biais, forcément, pour avoir une information fiable. Mais du coup, si ces données, on ne les gère que typiquement sur notre territoire français et qu'on ne va pas ailleurs, qu'on ne regarde pas ailleurs, est-ce qu'il ne va pas y avoir un biais par rapport à l'ethnie, l'environnement, voire l'épigénétique? Donc oui, alors, à titre d'exemple, il existe un outil d'analyse automatique des images radiologiques, donc des radiographies pulmonaires. Cet outil a été conçu en Inde. Et comme vous le savez, en Inde, il y a une incidence de la tuberculose qui est très importante, en tout cas beaucoup plus importante qu'en France. Et donc les algorithmes qui sont conçus en Inde, ce n'est pas du tout sûr qu'ils vont fonctionner en France. Donc vous avez raison, c'est-à-dire que puisqu'on utilise des résultats dans une certaine population, on ne peut pas forcément les extrapoler. Donc oui. Après, est-ce qu'il existe un projet au niveau européen? La réponse est oui. Et probablement que la France aura un rôle majeur à jouer parce que grâce à l'existence du Health Data Hub, le fait qu'on nous envie des bases de données qui sont d'édition nationale, probablement que la France aura un rôle très important à jouer dans l'espace numérique de santé au niveau européen. Maintenant, on sait qu'il y a 3 grands acteurs dans le monde. Il y a les Américains, les Chinois et l'Europe. Et donc, la bataille des prochaines années, c'est que l'Europe soit présente dans l'utilisation de ces données, parce que si on utilise des algorithmes qui sont conçus en Chine ou qui sont conçus dans d'autres nations du monde, on n'est pas du tout certain de pouvoir les utiliser. Donc oui, il y a un vrai débat et surtout un vrai sujet pour que l'Europe, la France en particulier, mais l'Europe aussi, sache utiliser ces données, parce que c'est de ça dont on aura besoin. Merci. Merci à tous. Je vous propose de clore là ce premier webinaire et puis on vous donne rendez-vous très vite, la semaine prochaine, à la même heure, 17h30, avec Catherine Bourguin qui nous dit il faudra m'édonner pour quoi faire. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je crois qu'il faut réinscrire
Non, c'est une inscription pour la série, d'accord. Vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Mais vous pouvez répondre au questionnaire. C'est bien. Merci beaucoup. Donc, à très vite. Merci. Merci.